Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Richard de 16. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui vous vouliez revenir sur votre dernière chronique, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Vous avez eu des commentaires, parce que alors il faut rappeler quand même Richard de 16 que vous cartonnez sur YouTube depuis que vous êtes... alors vous faisiez la chronique bande dessinée, ça marchait moins bien, mais les gens sont moins bande dessinée, c'est terrible. Non, le fait de dire du mal de Macron, c'est un bon truc. Ça marche bien, oui voilà, c'est ça exactement. Mais aujourd'hui vous voulez revenir sur une de votre dernière chronique où vous avez eu des commentaires. Les gens vous ont envoyé des mails, enfin voilà, pas seulement d'amour, parce que normalement c'est des mails voilà, qui sont plutôt joyeux. Et là, vous avez eu des commentaires négatifs. Vous n'êtes pas habitué, Richard. Il faut s'habituer. Mais vous savez, j'ai beaucoup vécu et donc je me suis rendu compte que je n'étais pas le premier de la classe en permanence, ni le plus favori. Et ce qui m'a étonné, c'est que certains des commentaires, effectivement, sont négatifs, mais ça, c'est pas grave, c'est intéressant. Mais certains me disaient, mais en fait, vous mentez. Ou vous ne vous êtes pas informé. Ce que vous dites est amusant et intéressant, ou ce que vous dites est stupide et nauséabond, mais en plus, visiblement, vous n'y connaissez rien. Alors, j'ai été un peu étonné parce que j'ai regardé et on m'a dit vous n'y connaissez rien parce qu'en fait, les gens ne sont pas morts. Ah. Alors de quel côté du conflit? Aucun des deux côtés. En gros, personne ne mourrait, quoi. Quand le Hamas dit qu'il y a des morts dans la bande de Gaza, ils exagèrent. Et quand les Israéliens expliquent qu'il y a eu des massacres autour de la bande de Gaza le 7 octobre, en fait, ils mentent. Il y a peut-être eu quelques personnes tuées, mais en tout cas, ni dans les proportions horribles que vous décrivez, ni surtout de la manière abominable dont les Israéliens rapportent la chose. Et je me dis, mais c'est quand même fascinant, en fait. On en est arrivé à un point où il y a un tel mensonge institutionnel dans la prise de parole publique au XXe et au XXIe siècle que tout est mis en cause, y compris les choses qui paraissent les plus certaines. Alors, bien sûr, on a eu droit à Katyn au XXe siècle où les communistes suppriment des milliers d'officiers polonais en expliquant que ce sont les nazis qui ont fait le coup, et on met des décennies à admettre la vérité en Europe occidentale. Parce que les médias étaient complaisants. Parce que les médias étaient totalement bolchevisés et que donc il était hors de question, évidemment. Et même chose pour le goulag. Donc voilà, je veux dire, quand Solzhenitsyn publie l'archipel du goulag, la première réaction du Parti communiste français et de bons intellectuels qui publiaient chez Gallimard a été d'expliquer à quel point c'était un mensonge. Voilà. Donc la parole officielle a été absolument saccagée au XXe siècle. Elle a été saccagée au XXIe siècle. Je veux dire, quand Colin Powell explique en brandissant une fiole qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, c'était faux et on le sait maintenant. Ministre de la Défense à ce moment-là. Oui, ministre de la Défense des États-Unis, donc avant l'invasion en Irak. Et donc, lorsque le Covid a éclaté, on a commencé à expliquer qu'il y avait peut-être eu un problème dans un laboratoire à Wuhan. Pas du tout. Pendant 1 an et demi, on nous a expliqué qu'on avait totalement tort. Et maintenant, la thèse la plus favorable auprès des médias et des autorités, c'est qu'effectivement, il y a eu un problème à Wuhan. Facebook avait même interdit toute publication qui expliquait qu'il y avait potentiellement une origine humaine et même chose sur Twitter, etc. Voilà. Donc, et le Figaro avait écrit des articles dessus et ils avaient été taxés de complotistes. Voilà. Il a fallu en fait qu'il y ait un premier article paraisse. Alors beaucoup d'articles sont parus, mais le journal du CNRS a fini par faire paraître un interview où on expliquait qu'en fait non, c'était peut-être un truc valable. Et pendant que le journal du CNRS, qui n'est pas le truc le plus politique ni le moins informé, le racontait, on était encore en train dans les grands journaux d'expliquer à quel point les complotistes méritaient d'une part de mourir du Covid et d'autre part d'être proscrits et bannis hors de la nation. Donc c'est normal que les gens doutent. Mais là, on se retrouve dans quelque chose qui est un peu différent. Côté israélien, en fait, il y a une armée qui est en train de bombarder une population civile. Et donc là, quand on nous dit qu'il y a des morts, ben oui, c'est normal en fait. Enfin, la bande de Gaza contient entre 2,3 millions et 2,4 millions de Palestiniens. Ils reçoivent un déluge de bombes et ben oui, les gens meurent. Alors quand on lit
Sur une surface très, très réduite. Voilà, c'est très concentré. Et l'armée israélienne dit oui, mais on leur a dit de partir. Oui, sûrement on leur a dit de partir, mais les frontières sont fermées, donc ils se massent. Et ça tombe bien, l'armée israélienne bombarde les camps de réfugiés. Donc l'armée israélienne progresse méthodiquement dans la bande de Gaza, a affirmé le Premier ministre israélien, qui exclut tout cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas, réclamé par les organisations humanitaires qui déplorent une situation catastrophique dans le territoire palestinien. Ces opérations mettent à très rude épreuve les 2,4 millions d'habitants de Gaza, soumis depuis le 9 octobre à un siège complet, les privant d'eau, de nourriture, d'électricité, après un blocus depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas en 2007. Ces opérations mettent à très rude épreuve. Non, en fait, les gens meurent. Non, moi, quand je lis dans un journal français qu'un bombardement méthodique avec une armée professionnelle qui progresse méthodiquement dans Gaza met à très rude épreuve les Palestiniens, non, ils meurent en fait. 19h26, l'armée israélienne confirme avoir bombardé Jabalia pour tuer un commandant du Hamas. L'armée israélienne a confirmé avoir bombardé le camp de réfugiés de Jabalia dans la bande de Gaza mardi, affirmant y avoir tué un commandant du Hamas qui était selon elle un des responsables de l'attaque lancée en Israël. Et il est le seul à être mouru. Non, en fait, il y a plein de gens qui sont mourus avec lui. C'est les frappes chirurgicales, c'est ça que vous critiquez. Voilà, mais non, ce que je critique, c'est la manière dont on reprend les communiqués de Tsahal. Alors, je suis heureux pour Tsahal, que Tsahal soit très satisfaite que ses objectifs militaires soient atteints, mais qu'on publie ça en faisant comme s'il y avait personne de mort à côté et comme si c'était uniquement la propagande du Hamas quand on bombarde un camp de réfugiés. Non, quand on bombarde un camp de réfugiés, on tue vraisemblablement le commandant du Hamas qui était visé, mais il y a très certainement tous les autres qui sont morts avec lui. Mais vous savez que les journaux vont dire, en tout cas, aussi, il y a une récupération de la propagande du Hamas notamment sur le piège des terroristes, cet hôpital qui aurait été bombardé notamment par Israël. Avec des narratifs différents. Où le Hamas a expliqué que c'était Israël a expliqué que c'était le Hamas, et puis le dernier avatar, c'est un journal américain qui explique qu'en fait on ne sait pas, mais que la roquette qui a été tirée n'est pas une roquette du Hamas, et là, crac, ça y est, on n'en parle plus, on ne sait plus où ça en est, mais de toute façon, c'est pas intéressant. Les terroristes ont poussé Israël à venir intervenir dans la bande de Gaza, et effectivement, on a un déluge d'images absolument stupéfiantes de populations civiles errant au milieu de ruines totales avec des enfants qui sont blessés, des hôpitaux, exactement ce qu'attendaient les terroristes du Hamas, qui ont besoin d'avoir des images frappantes et qui ont besoin de délégitimer la manière dont Israël entend très légitimement se défendre. Mais quand on nous explique, mais vous comprenez, Tsahal, c'est l'armée la plus morale du monde. Non, en fait, c'est une armée, comme toutes les autres, qui fait une guerre et qui, comme toutes les armées au XXe et au XXIe siècle, considère que les populations civiles sont un dommage nécessaire. Mais vous savez ce qu'on va vous dire ? On va vous dire aussi que le Hamas et que les Palestiniens utilisent aussi comme bouclier humain les hôpitaux, les camps de réfugiés. Donc finalement, il y a aussi cette vision de l'homme, de la Houma, qui, les civils, peuvent être sacrifiés au nom du combat pour la Palestine. Je suis absolument d'accord, mais effectivement, la tactique du Hamas est d'utiliser la population civile gazaoui comme étant un outil de propagande, et la mort, et le massacre, la terreur, la vue des enfants blessés ou défunts sont des outils de propagande. Donc le Hamas est constitué de terroristes musulmans, autrement dit de gens qui sont véritablement au-delà du méprisable. Mais qu'on ne vienne pas nous expliquer que l'armée israélienne se comporte de manière morale uniquement parce que l'armée israélienne possède à fond le code légal du territoire israélien. Voilà, elle a été aussi condamnée par la justice internationale. Mais voilà, et surtout des dizaines, voire des centaines d'officiers et de soldats israéliens témoignent en permanence depuis des décennies des exactions de l'armée israélienne. Dans les colonies en Cisjordanie, on sait que, alors, bien sûr, il n'y a pas de massacre de Palestiniens, il y a juste des Palestiniens qui sont très régulièrement tués. Il y a juste des Palestiniens qui sont très régulièrement emprisonnés. Il y a des Palestiniens qui sont en rétention administrative. Voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'ils attendent qu'on veuille bien les juger. Ils ne savent pas pourquoi. C'est légal, donc c'est moral. Voilà. Les gens qui confondent légalité et moralité sont stupéfiants. Mais donc ça, c'est l'armée israélienne. L'armée israélienne fait comme toutes les armées. En fait, elle combat. Elle a comme objectif d'annihiler l'ennemi. On lui a donné politiquement l'objectif d'annihiler l'ennemi. Et bien, donc, elle annihile tout ce qui est autour de l'ennemi. Manque de peau, évidemment. Il y a beaucoup moins de combattants de Hamas qui de Gazaoui.
Et en parallèle, effectivement, on nous dit non, mais là, vous avez parlé de 40 bébés, en fait, pas du tout. C'est de la propagande israélienne. Mais enfin, depuis quand est-ce que les révolutionnaires ne sont pas des gens qui massacrent depuis quand est-ce que les terroristes ne sont pas des gens qui terrorisent Et est-ce que ceux qui prétendent que le Hamas n'a pas été capable de massacrer de manière immonde des femmes et des enfants ont oublié la manière dont les révolutionnaires français ont massacré les gens en Vendée? Est-ce qu'ils ont oublié les massacres vendéens où des gens ont été mis vivants dans des fours? Est-ce qu'ils ont oublié la manière dont à Nantes des noyades faisaient en sorte d'envoyer des gens vivants par le fond par dizaines? Est-ce qu'ils ont oublié la manière dont en fait le FLN a agi pendant la guerre d'Algérie? Les terroristes du Hamas sont affiliés aux frères musulmans. C'est une branche armée des frères musulmans qui a une idéologie musulmane profondément antisémite et qui passe sa vie en fait à expliquer qu'il faut éliminer l'État juif et même éliminer les juifs. Et ils le font d'une manière sale et immonde parce que c'est la meilleure manière de dégoûter les gens. Le FLN, je me suis penché sur ce qui s'était passé en 55, 56, etc. Je vous dis, la chose la moins dégoûtante que j'ai trouvée, une bande FLN forte d'environ 400 hommes a massacré dans la nuit de mardi à mercredi la population mâle du village de Melouza au sud de la Grande Kabylie. 300 victimes ont été dénombrées. Plusieurs versions ont été données des causes qui ont provoqué cette tuerie. On a d'abord remarqué que le massacre avait eu lieu dans une région où le MNA, rival du FLN, avait conservé son influence. On a également évoqué la découverte d'une directive par laquelle le FLN donnait l'ordre à ses troupes de brûler tous les villages ayant demandé la protection de la France et d'abattre tous les hommes âgés de plus de 20 ans qui les habitent. Ça, c'est la description cool du massacre. On n'est pas dans le... on parle pas des femmes éventrées, on parle pas des bébés sortis du ventre des femmes. Voilà. Donc, ça, on trouve dans d'autres choses. Là, c'est la description la plus soft. Voilà. Mais donc, les gens qui pensent que le Hamas n'a commis aucune atrocité, d'abord, ne comprennent pas ce que c'est qu'un terroriste. Un terroriste, il est volontairement en train d'établir un climat de terreur. Et ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un musulman fanatique. Et un musulman fanatique, il fait ça. Parce que c'est la cause qu'il réclame. Alors quand, en plus, s'ils sont capables de tuer 300 de leurs coreligionnaires uniquement pour bien montrer qui c'est quel chef, vous imaginez quand il s'agit de tuer des juifs. C'est pas un combat entre deux nations, hein, c'est vraiment un combat de civilisation aussi. C'est un combat entre, d'un côté, des musulmans qui considèrent que les juifs doivent être soumis et n'ont aucun droit à rien, et de l'autre, des Israéliens qui considèrent qu'ils sont chez eux et que personne n'a le droit de régler la manière qu'ils ont d'enrégimenter la vie des gens. Voilà, qu'il s'agisse de posséder la Cisjordanie, qu'il s'agisse d'opprimer Gaza, qu'il s'agisse de mener une guerre totale, y compris au prix de très nombreuses victimes civiles. Voilà. Personne ne peut réagir à ça. Je voudrais quand même revenir sur l'antisémitisme musulman. Georges Bensoussan en parle en France depuis des dizaines d'années. Éric Zemmour a dit qu'il n'y avait pas d'antisémitisme français, mais il y avait un antisémitisme importé de la civilisation islamique. Alors peut-être que les actes antisémites aujourd'hui sont beaucoup plus le fait effectivement de deux causes. Un antisémitisme musulman natif. Si on lit Riyad Satouf, l'Arabe du futur, donc une personne qui n'est pas susceptible d'apprécier Éric Zemmour et qu'on n'invitera sans doute jamais sur Radio Courtoisie. Même pour votre chronique BD. Ou même si je l'invitais, je ne suis pas absolument certain qu'il viendrait, même si j'adore ce que fait Riyad Satouf. Riyad Satouf raconte dans l'Arabe du futur comment est-ce que lui, fils d'un père syrien et d'une mère bretonne, se retrouve en Syrie avec des cousins qui le traitent du juif parce qu'il est blond et qui, ce sont ses cousins germains, passent sa vie à lui promettre qu'ils vont le tuer et lui jettent des pierres. Voilà, ça c'est l'éducation normale en Syrie au XXe siècle. Voilà, et depuis ça n'a pas violemment changé. C'est même empiré. Voilà, les Arabes musulmans détestent les Juifs et on apprend aux enfants musulmans qu'il est légitime de les détester, de les violenter, voire de les tuer. C'est exactement ce que décrit Georges Bensoussan et ce qui d'ailleurs a valu à Georges Bensoussan de se retrouver au tribunal parce qu'il expliquait qu'il y avait un antisémitisme musulman. Pour revenir quand même sur la gauche française est antisémite. D'abord, c'est une vieille tradition de la gauche française. Elle était déjà antisémite au 19e. On n'a pas attendu la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas attendu Charles Maurras. Le socialisme français était un socialisme antisémite parce qu'il assimilait les Juifs au capital. Et donc, il était légitime
pour un socialiste français au XIXe siècle d'être antisémite et de considérer que il fallait éliminer l'influence juive en France. Et maintenant, on se retrouve avec des gauchistes qui considèrent que le colonialisme est le péché capital et que comme les Israéliens sont des colons en Cisjordanie, du coup, ils assimilent l'intégralité des Juifs aux colons et considèrent qu'il est absolument légitime, non seulement d'être antisioniste comme position politique, mais d'être antisémite dans une position quotidienne. Et les étudiants juifs nous expliquent à longueur de journée qu'ils sont victimes d'actes antisémites dans les universités de la part d'étudiants gauchistes qui leur reprochent d'être juifs. Ils ne leur reprochent pas d'être sionistes, ils leur reprochent d'être juifs. Donc autrement dit, il y a un glissement antisionisme, antisémite qui est immédiat. Donc Éric Zemmour a peut-être un peu tort quand il explique que ce n'est qu'un antisémitisme musulman. Il y a évidemment un antisémitisme d'origine religieuse et musulmane, et il y a un antisémitisme politique qui est absolument exemplaire quand on entend Jean-Luc Mélenchon et les autres. Merci Richard de Sez pour cette chronique. Vous n'avez pas critiqué Macron, mais peut-être la semaine prochaine, de temps en temps, il faut savoir poser certains sujets. Critiquons d'autres gens. Critiquons d'autres gens. Merci Richard de Sez. Je vous ai même pas présenté tellement j'étais étonné que vous fassiez un sujet aussi sérieux, mais bon, on rappelle le titre de votre livre, Le rond de serviette est-il de droite, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Très bon cadeau de Noël, ça commence les cadeaux de Noël. N'hésitez pas. Et puis évidemment, vous êtes journaliste à Politique Magazine. Merci à vous, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.